que les matières premières sont des produits vraiment essentiels qui assurent pour un pays son développement, sa stabilité. Alors, le fait de travailler d'un point de vue géopolitique, ça permet de dépasser la lecture traditionnelle, qui est une lecture davantage axée sur des faits géographiques, sur des faits économiques, et de prendre en compte les acteurs. Or, il est certain que ces acteurs donc, vont avoir un rôle important parce qu'ils font partie d'organismes, ils ont également des valeurs, ils ont également des perceptions. Et on peut remarquer que les décisions qu'ils vont prendre et qui vont impacter tout le marché des matières premières va dépendre justement de la perception qu'ils ont du contexte et aussi de la perception de leur rôle dans ce contexte. Sans aucun doute, j'aime bien prendre comme année de référence 2005, parce que 2005, c'est le début de la nouvelle politique américaine. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis 2005, on voit que la production de pétrole aux États-Unis a augmenté de 68%. C'est énorme. Et celle de gaz de 43%. Alors ce pétrole, bien sûr, il est consommé sur le marché américain, mais il est aussi un peu vendu à l'extérieur. Et en 2014, si on prend la production de pétrole, par exemple, en barils par jour, on s'aperçoit que les États-Unis sont maintenant les premiers. Alors que traditionnellement, la place a été occupée, selon les années, par l'Arabie saoudite ou par la Russie. Donc on se rend bien compte que tout ça est en train de bouleverser les choses, et en particulier le comportement de l'Arabie saoudite et de l'OPEP. Alors on n'est pas sans savoir qu'ils viennent de se réunir à Vienne le 4 décembre dernier, et là ils ont décidé de maintenir leur production de pétrole. Or qu'est-ce qui se passe pour le moment? Le monde est déprimé, enfin l'économie est déprimée, et donc l'offre a fortement augmenté, la demande au contraire elle a diminué. Conclusion, les prix chutent. C'est peut-être pour l'intérêt des consommateurs, puisqu'on a vu qu'hier, pour la première fois, le baril de pétrole est descendu en dessous de $40. C'est assez spectaculaire. Alors, maintenant, quand on regarde un petit peu tout cela, on s'aperçoit que chacun essaie de remettre ses pions sur l'échiquier, et en particulier l'Arabie saoudite qui souhaite conserver le rôle, finalement, majeur qu'elle avait précédemment. Alors, que tente-t-elle de faire? Elle essaye de réduire la part des autres producteurs exportateurs, donc comme par exemple le Venezuela ou l'Algérie. Elle essaye surtout de museler la Russie. La Russie, pourquoi? Parce qu'elle n'apprécie pas que les Russes donnent leur appui à Damas. Et elle essaye alors finalement aussi de casser la croissance américaine par le jeu des prix. Il faut savoir que le prix d'un baril de pétrole exploité en Arabie saoudite, ça coûte 5 à 6 dollars, 10 dollars dans le Moyen-Orient, mais les fameux pétrole et gaz de schiste coûtent entre 50 et 100 dollars. Donc l'idée derrière tout cela, c'est est-ce que les États-Unis pourront encore tenir longtemps? Parce qu'il est certain que leur pétrole il était rentable tant que les prix du pétrole étaient élevés. Maintenant que les prix se sont déprimés, c'est assez difficile de maintenir la production. Les Russes sont ceux qui ont pratiquement les plus grosses réserves de gaz, 23% des réserves mondiales, et ils exportent une part importante de leur production de gaz. Alors, pour exporter du gaz, il n'y a que deux possibilités. Soit on l'exporte sous forme de gaz dans des conduites qu'on appelle des gazoducs, soit on liquéfie le gaz et on l'exporte sous forme de GNL. Mais vu la structure du pays, son immensité, l'éloignement notamment des gisements des côtes, c'est plus facile en Russie d'exporter par gazoduc que d'exporter par méthanier. Ce que fait par exemple le Qatar, qui est un grand exportateur mondial également. Alors donc la Russie, depuis notamment l'avènement de Poutine, etc., la Russie a décidé de reconquérir un peu sa puissance mondiale, et elle le fait notamment grâce au pétrole et grâce au gaz. Et le gaz, bon, le marché traditionnel, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui fait à peu près 70% des exportations de gaz de la Russie, et le gaz est transporté. Et donc la Russie essaye de contourner l'Ukraine pour effectivement exporter son gaz vers l'Europe. Mais récemment, l'Europe a aussi
un peu changer les règles du jeu économique, ce serait un petit peu compliqué d'expliquer, etc., et forcer le prix du gaz à la baisse, ça fait que la Russie maintenant essaye d'exporter son gaz vers la Chine. Et l'année passée, donc, elle a signé un contrat vraiment extrêmement important donc, pour construire un gazoduc qui va conduire maintenant le gaz en Chine. La Chine domine le marché des terres rares depuis peu, enfin depuis à peu près les années 2010. Pourtant, elle n'a que 30% des réserves, mais elle assure 95% de la production. C'est pratiquement un monopole. Alors, à la suite justement de ce monopole et notamment de la mise en œuvre de quotas qui restreignaient les exportations, donc il y a eu une plainte qui a été déposée par les États-Unis, par le Japon et par l'Union européenne auprès de l'OMC pour casser ces quotas. Et effectivement, l'année dernière, donc en 2014, donc la Chine a perdu ces deux procès et elle a donc été obligée de supprimer les quotas qu'elle a remplacés par des licences d'exportation. Donc on pourrait dire que ça va aller mieux, c'est certain, mais il n'en reste pas moins vrai que pour le moment, on a réouvert 2 anciennes mines de terres rares en Australie, aux États-Unis, mais la Chine reste toujours la productrice à plus de 90% de ces terres rares. Et les experts estiment que sur les 50 projets qu'on étudie pour le moment, il n'y en aura qu'un ou deux qui pourront aboutir avant 2020. Donc jusqu'à 2020, tout porte à croire que la Chine va rester maîtresse des terres rares, même si la demande des terres rares a diminué, en raison bien sûr de la crise économique, en raison aussi des efforts de R&D pour diminuer la part des terres rares dans les produits haute technologie et aussi du recyclage. Mais malgré tout cela, je pense qu'encore pendant une dizaine d'années, la Chine va rester vraiment le numéro 1 des terres rares.